Sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Occupation anarchique, le sous-préfet de Dakar Plateau siffle la fin de la récréation. Djibi Diallo annonce la restructuration des marchés suite à l'incendie de Petersen. Ibrahim Ndoye écope de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 56 000 francs CFA pour le délit de fuite. Le chauffeur du PUR a été tout bonnement relaxé. À Ziguinchor, des membres du G6 en rogne. Ces syndicats d'enseignants protestent contre la sanction de 3 responsables du lycée Aoun Sané. Et puis en football, les Lions U23 s'inclinent à Conakry face à la Guinée en match comptant pour la manche allée des éliminatoires de la CAN. Le retour est prévu lundi prochain au stade Lat Dior de Thiès. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Après l'incendie de Petersen, le sous-préfet de Dakar Plateau tape sur la table. Djibi Diallo informe que l'occupation anarchique ne peut plus continuer. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires seront prises. Restructuration des marchés suivie des opérations de déguerpissement, entre autres. La police municipale est appelée à coopérer. Les détails dans cet élément signé à Maïmouna Ndiaye et à Babacar Kamara. L'occupation de l'espace public, un danger permanent dans les marchés. Conséquence, les incendies se suivent et se ressemblent. Le secteur informel dicte sa loi. L'insécurité s'installe. L'occupation anarchique pose un problème de sécurité publique, pose un problème de salubrité publique, pose un problème de mobilité urbaine. Et ceci a une conséquence. J'ai l'habitude de dire que vous prenez un véhicule de Mbour à Dakar ou bien de Thiès à Dakar, c'est 1 heure de temps. Arrivé à Dakar, vous pouvez faire 3 heures de temps pour atteindre les hôpitaux. À longueur de journée, les ambulances qui passent n'arrivent plus à bon port avec des... En cas d'incendie, les sapeurs-pompiers ont toutes les difficultés. On a tendance à tirer sur les sapeurs-pompiers. J'ai dit que je n'ai pas assisté une seule fois un incendie ou un risque où les gens interviennent sans difficulté. Pourtant, des opérations de déguerpissement sont toujours menées, mais le suivi pose problème. Que la police municipale continue aujourd'hui à faire le contrôle dans les occupations anarchiques, dans les installations, et aujourd'hui la mise en place des poutres d'incendie dans les marchés pour faciliter effectivement les interventions. Il faut que les commerçants eux-mêmes, qui détiennent des quantités vraiment de marchandises, puissent au moins aujourd'hui se munir des règles minimales, n'est-ce pas, de sécurité, en mettant en place des senseurs pour intervenir dans les premiers secours en cas de danger. Je le dis, je le répète, on n'a jamais arrêté effectivement ces questions d'encombrement, des questions de déguerpissement. Elles vont continuer. Et toutes les personnes qui occupent la voie publique, j'ai dit qu'ils la quitteront. Petersen, l'exemple patent, une gare routière devenue marché au fil des années avec la mise en œuvre des décisions issues du Conseil interministériel sur la question. L'autorité administrative a bon espoir. Du riz mélangé à du gel de silice vendu sur le marché, un scandale pour le président de l'ASCOSEN. Les consommateurs sont appelés à faire preuve de vigilance, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Du riz impropre à la consommation se vendu sur le marché, mélangé avec du gel de silice, près de 19 sacs ont été mis en vente. C'est du gel de silice qui permet de lutter contre l'humidité, ça absorbe l'humidité. Et donc une fois qu'ils ont fini de vendre, de dépoter le riz, donc il y a eu des mouilles, il y a eu des sacs troués, des sacs flasques, etc. Et donc du riz est tombé par terre. Mais en même temps, dans la manipulation, les sacs de gel de silice étaient cassés. Et donc ils ont tout balayé. Ça faisait à peu près 19 sacs. Et donc, mais ça, normalement, ces balayures-là ne sont pas destinées à la consommation, quoi. On doit le donner aux animaux, des trucs comme ça. Et ils se sont débrouillés pour vendre ce riz-là. Heureusement que les services de la consommation et de la sécurité des consommateurs ont été avertis à temps. Les sacs retirés illico presto et la société a reçu une amende. Nous avons saisi donc, le ministère en charge, c'est-à-dire le service régional du commerce, qui a saisi la division de la concurrence et de la consommation, la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs.
Et donc, ils ont fait des investigations, ils ont retrouvé le vendeur et ils lui ont infligé une amende donc, de 40 millions après avoir saisi les 18 sacs. D'où la nécessité pour les consommateurs de bien vérifier les produits achetés sur le marché, surtout le riz. Maintenant, ce que nous demandons quand même aux consommateurs de rester vigilants et de regarder avant, voilà, quand ils achètent du riz, qu'ils regardent avant de mettre le riz donc, en cuisson, qu'ils regardent bien, qu'ils rincent le riz éventuellement, comme le faisaient nos mamans. Moi, j'ai un client qui me fournit du bon riz. Je peux dire le premier choix. Ce qui me dérange souvent, ce sont les grains de pierre qui rendent parfois le produit impropre à la consommation. Car un problème sanitaire est vite survenu dans ces cas de figure. De compter la certification des produits agroalimentaires au cœur d'un panel organisé par la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Selon le commissaire aux enquêtes économiques, Saliou Gueye, cette certification atteste que ces produits sont aptes à la consommation. C'était lors du salon de l'alimentation et de l'emballage. Je vous propose de d'écouter. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Paye et Ali Diagne. Pour qu'un produit soit commercialisé au Sénégal, il faut que ce produit ait ce qu'on appelle l'autorisation FRA. Donc cette autorisation passe par une procédure, c'est-à-dire on envoie des échantillons au labo, on présente la maquette de l'emballage, on fait des analyses pour voir si le produit est apte à la consommation et si toutes ces étapes sont satisfaites, effectivement, on vous délivre ce qu'on appelle l'autorisation FRA pour vous permettre de commercialiser le produit. Au-delà de l'autorisation FRA également, il y a ce qu'on appelle la DIPA, la déclaration d'importation de produits alimentaires. Ça, c'est pour les produits importés. Aujourd'hui également, pour importer un produit au Sénégal, il faut présenter 4 échantillons du produit, plus les résultats d'analyse qui attestent que le produit est conforme. Donc la division de la consommation en tant qu'organisme certificateur atteste de la conformité de ces produits avant leur introduction sur le territoire national. Le village de Keur-Bassine, c'est dans le département de Louga, souffre beaucoup de son enclavement. Les villageois rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer à cause du manque de route, de l'absence d'électricité et le manque d'eau font également partie des préoccupations de ces habitants qui lancent un appel aux autorités étatiques. Les détails dans cette correspondance signée Tierno-Fall. Keur-Bassine est une localité religieuse qui a été fondée par Mam El Hadji Malick Sy. Il était accompagné par son frère Mam Mor Amina Sy. Ce dernier, après le départ du marabout, est resté définitivement dans le village pour y vulgariser l'enseignement religieux. Quand Mam El Hadji Malick Sy a quitté Keur-Bassine pour aller vivre à Ndiarné puis à Fass avant de se rendre à Tivaouane, Mam Mor Amina est resté dans ce village pour assurer la relève. Jusqu'à nos jours, la localité qui est restée un célèbre lieu d'apprentissage du Saint-Coran ne cesse de grandir. Cependant, elle est confrontée à des difficultés que les populations vivent au quotidien. Nous sommes très enclavés. Si on veut aller ici, par exemple à Koki, on aura d'énormes problèmes. De Koki à Keur-Bassine, ça fait 12 km. De Thiamène à Keur-Bassine, c'est 7 km. Plutôt 9 km. Depuis 2 ans, on a mis des poteaux, on n'a pas encore vu d'électricité, on a mis simplement installé les poteaux depuis 2 ans. Face à cette situation, les habitants de Keur-Bassine tendent la main aux autorités à qui ils demandent de leur venir en aide. On a besoin de l'électricité, on a besoin aussi d'une route qui vient de Koki à Keur-Bassine, de même que de Keur-Bassine à Thiamène. On a besoin encore de l'eau, parce que l'eau ne coule pas beaucoup. Donc, nous lançons encore un appel aux autorités de nous aider, notamment son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous voulons son aide ici, dans notre chère localité. Le village de Keur-Bassine se situe dans la commune de Thiamène, dans le département de Louga. Chaque année, les habitants de la localité organisent un grand gamou qui reçoit des milliers de fidèles venus de partout pour assister à l'événement. À Kolda, un camp de chirurgie pédiatrique gratuit a permis à des familles, à des médecins spécialistes d'opérer 40 enfants portant des pathologies diverses. Les victimes issues de familles démunies sollicitent le renouvellement de ce type d'offre de service car la demande est très forte. Les détails avec Abdoulaye Gallo.
Pour un meilleur accès aux soins de santé à des personnes vulnérables, un camp de chirurgie pédiatrique a permis à une équipe de médecins spécialistes de mener des activités chirurgicales sur 40 enfants de Kolda atteints de pathologies diverses. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions. Nous avons débuté le 13 les opérations et nous venons de finir à l'instant même ces dites opérations. Donc nous avons opéré environ une quarantaine de patients qui présentaient des pathologies diverses, des pathologies urologiques, des pathologies pariétales, mais également des pathologies malformatives et osseuses. Il y a des pathologies qui sont acquises, mais d'autres sont congénitales. Les enfants naissent avec. Dans le cadre d'un camp de traitement chirurgical des enfants de la région de Kolda. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Capital Santé que nous mettons en œuvre au niveau de Kolda et qui est financé par la Fondation Cartier pour améliorer l'accès aux services de santé à ces populations qui sont très reculées. Ce camp de chirurgie pédiatrique a eu lieu à l'hôpital régional de Kolda. C'est la 5e édition donc, du camp de chirurgie pédiatrique que AMREF organise donc, en collaboration avec l'hôpital régional, mais également et surtout en collaboration avec donc, la région médicale de Kolda. C'est un partenariat très important dans la mesure où il permet donc d'assurer une prise en charge des personnes en tout cas défavorisées, les plus démunies. Mon enfant était victime d'une hernie ombilicale lors de sa naissance. On m'avait même programmé de faire ça depuis Dakar. Mais contre-temps, je devais reprendre mes congés. Donc, on m'avait dit de venir, retourner sur Dakar. On a eu la chance de tomber sur le camp de AMREF. J'ai dit maintenant, ce n'est plus la peine de retourner. Appartenant à des familles démunies, les parents des enfants sollicitent le renouvellement de ce type d'offre de service car la demande est encore là. L'actualité judiciaire à présent avec le chauffeur du PUR, Ibrahim Ndoye, qui écope de 6 mois avec sursis et une amende de 56 000 francs CFA. Pour ce qui est du délit de fuite, il a été relaxé. Vous avez suivi la réaction d'Ousmane Diop, responsable du PUR à Tambacounda. Et puis des mesures de restriction pour les visiteurs de Khalifa Sall. C'est une initiative du coordonnateur des juges d'application des peines. Son avocat, Maître Amadou Alikan, dénonce. On voit tout cela dans ce récit signé Mame Biram Diouf. Perçues comme des mesures de durcissement, de nouvelles restrictions, même aux yeux des partisans de l'ancien maire de Dakar, ainsi pour rendre visite à Khalifa Sall, à la prison de Rebeuss où il est détenu. Il est mentionné dans une lettre datant du 11 février et signée par le coordonnateur des juges de l'application des peines que tout demandeur est tenu de faire une demande adressée au coordonnateur des juges de l'application des peines et ensuite préciser l'objet de la visite. Le visiteur lui-même est tenu de se présenter physiquement, les dépôts étant prévus les lundis et mardis et les retraits des permis jeudi et vendredi. Le juge a ajouté qu'aucune dérogation n'est admise. Un des avocats de Khalifa Sall, Maître Amadou Alikan, dénonce la décision discriminatoire selon lui et contraire aux droits de l'homme. En droit, dit-il, il est possible pour lever la mesure de saisir la chambre administrative de la Cour suprême en référé liberté. Maître Amadou Alikan de rappeler également qu'avant, pour rendre visite à Khalifa Sall, et comme tous les autres détenus d'ailleurs, le demandeur se présentait à la cave muni de sa pièce d'identité et sollicitait un permis en précisant la nature de ses relations avec lui. L'on se rappelle encore des sorties de ses avocats, c'était au mois de mai 2017, soit 2 mois seulement après sa détention, dénonçant le fait que Khalifa Sall n'avait plus le droit, chaque lundi, qu'à 10 visiteurs au lieu de 20. Et qu'il devait se rendre au parloir alors qu'il disposait d'une petite salle pour les entretiens. Mesure qui, à leurs yeux, visait à déshumaniser et casser sa carrière politique. Et pour de nombreux observateurs de ce dossier, une décrispation dans l'affaire Khalifa Sall était pourtant attendue concomitamment à l'appel au dialogue lancé par le président de la République Macky Sall.
Nous parlons de toute autre chose à présent avec la célébration de la quinzaine de la francophonie ce mercredi 20 mars. Le lancement officiel a eu lieu à Ngoundiane, c'est dans le département de Thiès. Le ministre de la francophonie, Mbagnick Ndiaye, annonce durant un mois des activités culturelles à travers tout le pays. Cher Anta Diop. Cette cérémonie a regroupé un parterre d'invités, de ministres, mais également des ambassadeurs représentant le groupe des amis de la francophonie. Le ministre de la francophonie, Mbagnick Ndiaye, se réjouit de cette belle initiative acceptée par la commune de Ngoundiane, qui abrite la première maison de la francophonie du Sénégal. Monsieur le maire, chers amis, je vous remercie très chaleureusement et très fraternellement de votre accueil à la fois culturel mais également à la fois instructif. Au Sénégal, nous avons adopté une belle tradition, celle de célébrer le 20 mars, Journée internationale de la francophonie. Selon le ministre Mbagnick Ndiaye, des activités culturelles seront menées à travers le pays pour marquer cette fête. Nous l'avons étendu à un mois d'intenses activités pour discuter, mais également pour échanger et pour consolider les liens de fraternité qui existent entre nous. Les associations et réseaux, les écoles, mais également les universités, de dérouler en cette période d'1 mois un ensemble d'activités culturelles, éducatives, sociales, scientifiques, sur l'ensemble du territoire national. Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, se dit honoré tout en exhortant les populations de Ngoundiane à participer à ces activités culturelles. Remercier l'Organisation internationale de la francophonie à travers Madame Michaël Jean, qui a été à l'origine de ce financement, qui est le secrétaire général, mais également le gouvernement du Sénégal à travers son ministre de la francophonie, notre grand frère Mbagnick Ndiaye, qui est aujourd'hui venu dans son terroir et qui nous a lancé un appel. La cause a été bien entendue, tout Ngoundiane s'est mobilisé. Toutes les facettes de la culture sérère-sine, Ndout, Non, ont été revisitées. Cher Anta Diop, ici au Sénégal, la langue française perd du terrain dans les médias au profit du Wolof. De l'avis des journalistes interrogés, l'environnement socioculturel en est la cause. C'est un reportage signé Fatimata Touré et Diafar Abba. Au Sénégal, le français a perdu de son pouvoir de séduction. Déclaration de Boubacar Boris Diop. L'écrivain constate, dit-il, une perte de vitesse de la langue de Molière dans les médias. Les langues nationales de plus en plus présentes dans nos médias nationaux. Ces journalistes confirment. Il y avait une chaîne publique, une télévision nationale, c'était le français qui dominait et les gens, les analphabètes peut-être ne se retrouvaient pas. Aujourd'hui, on a cassé ce monopole-là du français. On a même l'impression que c'est le Wolof qui domine sur le français. Le journal en Wolof est beaucoup plus suivi. La plupart du temps, les populations étaient détachées de ce qui se passait à l'intérieur de notre pays. C'est à cause de ce souci que Sud FM, par exemple, qui est la première radio du privé du Sénégal, a décidé de promouvoir la langue Wolof à travers différents programmes d'information. Pour ces hommes des médias, le problème ne se situe pas dans la maîtrise de la langue française, mais l'environnement socioculturel l'exige. Ça, j'en doute moi je n'y crois pas du tout, parce que peut-être que les gens, je pense que ça amène un peu le débat sur un peu ce genre de complexe que les gens nourrissent à l'égard des Français, parce que dans notre pays, les gens croient que si tu ne parles pas français, c'est parce que tu ne comprends pas le français, alors que c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont très bons, des gens polyvalents, aussi bien en français qu'en Wolof, qui font carrément le journal en Wolof. Et puis ça n'entame en rien leur valeur ou bien leur niveau intellectuel. Sur ce, l'utilisation des langues nationales doit être effective dans les écoles, selon toujours nos interlocuteurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est voir même au niveau de l'éducation, au niveau des autres secteurs, au niveau de l'administration, comment faire pour valoriser nos langues nationales, pour promouvoir nos langues nationales, afin de pouvoir espérer réellement développer ce pays. La revalorisation des langues nationales semble devenir une exigence au Sénégal. Avec le taux important d'analphabètes, selon nos interlocuteurs, il faudrait que les langues nationales soient mises au devant pour une bonne compréhension de l'information. Nous allons dans le sud du pays à présent avec la grogne des syndicats d'enseignants du G6. Ils protestent contre la sanction de 3 responsables du lycée à Ounsané. Ils ont fait un débrayage suivi d'une assemblée générale. Écoutons à ce propos les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Joseph Boukal, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian.
Les collègues sont lésés parce qu'une plainte contre X a été déposée et que jusque-là, l'enquête n'est pas encore bouclée. Donc comme l'enquête n'est pas encore bouclée, il n'y a pas encore vraiment de potentiel vraiment coupable. Donc disons donc que vraiment, ça a été une décision prise à la hâte et que nous ne considérons pas, que nous n'acceptons pas. Cause pour laquelle nous avons décrété un premier plan d'action pour pousser l'IA vraiment à revenir à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire annuler tout bonnement et simplement la décision de relèvement des collègues, le rétablir dans leurs droits en attendant que l'enquête soit bouclée. Alors, si toutefois il ne revient pas, nous allons continuer à dérouler vraiment le plan d'action. Vous avez aujourd'hui la mobilisation au niveau de la salle. Tous les camarades nous ont demandé vraiment de poursuivre la lutte afin que vraiment les collègues soient vraiment rétribués dans leurs droits, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment restaurés à leur poste et qu'ils puissent vraiment continuer le travail en attendant que l'enquête soit bouclée. Maintenant, s'il ne le fait pas, la lutte va continuer, ça c'est très clair. Donc nous avons reçu mandat vraiment à l'Assemblée générale de poursuivre la lutte et nous allons vraiment la poursuivre, Inch'Allah. Elle fait partie des lieux incontournables de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On parle de la BU, la bibliothèque universitaire très bien fréquentée par les étudiants, et pour leur faciliter la tâche, les œuvres sont mises en ligne pour mieux aider les pensionnaires de l'UCAD, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Logée au centre de l'université Cheikh Anta Diop, la bibliothèque universitaire est bien fréquentée par les étudiants. Ils y trouvent leur compte. La documentation, on peut venir récupérer un livre pour un délai de 15 jours. Ou bien on reste sur place, on regarde ce qu'on a regardé et on part. Normalement, il est très bien fourni. On trouve tout ce qu'on veut ici, les bouquins médicaux, tout ce qui est en relation avec la médecine, anatomie, BCG, tout est là. La bibliothèque universitaire, bien fournie en œuvres au programme, au grand bonheur des étudiants. Si tu as des recherches à faire, tu trouves les œuvres au programme, tu les trouves et tu fais des recherches, après tu pars. La plupart des documents que je cherche ici, je les trouve. Aux côtés de l'accueil, ils t'expliquent aussi. Ils t'expliquent bien comment ça se passe. Et comme ça, pour les nouveaux aussi, ils vont s'y habituer très rapidement. Et surtout, c'est trop calme, c'est bien. C'est vraiment trop bien pour préparer. Ça aide à se concentrer davantage. Des soucis, il n'en manque pas. Comme les étudiants sont un peu nombreux, parfois nous avons des problèmes de trouver les œuvres au programme parce que ça ne suffit pas. Les œuvres sont mises maintenant en ligne pour faciliter la documentation des étudiants. La BU est devenue le cadre par excellence choisi par les étudiants pour préparer leur examen. Nous parlons à présent de la journée du bonheur à Saint-Louis. Il est vu sous plusieurs angles. Si certains se procurent du bonheur rien qu'en se réveillant avec leur famille, d'autres par contre se sentent heureux avec le lever du soleil et les couleurs. C'est un reportage signé à Saint-Louis avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Ce mercredi 20 mars est célébrée la journée internationale du bonheur. À Saint-Louis, chacun y va de son commentaire pour définir ce sentiment. Si certains soutiennent que c'est la famille qui fait le bonheur, d'autres par contre se sentent heureux rien qu'en contemplant la beauté de la nature. Je me réveille le matin, je fais ma prière, je vis mes enfants et ma femme. Vraiment ça, c'est le plus grand bonheur du monde pour moi. Pour Suzanne Yachi, le bonheur se limite à la beauté des lumières et des couleurs. Le bonheur, c'est la vie, tout court. Tous les matins, quand on se réveille, le bonheur est là. Et le bonheur à Saint-Louis, c'est les couleurs et les lumières. Selon les Saint-Louisiens rencontrés, le bonheur et la paix sont indissociables. Pour nos interlocuteurs, la population a une grande responsabilité pour que ce sentiment soit nourri. Je pense que si une personne est attachée à sa famille, il songe à procurer du bonheur, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, sur le plan social, au plan social, nous avons déjà une société très conviviale où les gens vivent dans le bonheur naturellement. Je pense que malgré les difficultés de l'heure, nous sommes encore une société heureuse. Hein. Les gens ne font pas le bonheur, je ne pense pas. Il faut faire plaisir aux autres pour être heureux. Même si la journée internationale du bonheur n'est pas connue par tous les Sénégalais, les Saint-Louisiens, eux, plaident pour que le bonheur, ce noble sentiment, soit revalorisé dans la paix pour une meilleure harmonie des couples et des ménages.
Ousseynou Diop, avant la page des sports, ce partenariat entre l'OMVS, Commission européenne et coopération italienne pour une meilleure gestion de la qualité de l'eau du fleuve Sénégal. Le but est de faciliter une agriculture possible durant toute l'année, la production d'énergie à partir du fleuve. Une rencontre d'évaluation s'est tenue ce matin. Compte rendu signé Bissa Prera et Mohamed Dian. Eau, agriculture, énergie, c'est autour de ce triptyque qu'intervient WEFE, un projet articulé par l'OMVS et ses partenaires. Objectif davantage de qualité de l'eau dans la vallée du fleuve Sénégal, une agriculture toute l'année, mais également la production d'énergie verte, à terme des attentes pour les populations. C'est eau, énergie, agriculture. C'est pourquoi on l'appelle Nexus. C'est le lien entre l'eau, l'énergie et l'agriculture. L'agriculture aussi parce que les questions de sécurité alimentaire sont importante dans nos États membres. Les principaux objectifs, c'est que dans la zone du Delta où intervient ce projet, qu'on puisse résoudre en grande partie les questions liées à la qualité de l'eau. La Commission européenne ainsi que la Direction générale pour la coopération internationale, la coopération italienne, tous sont de la partie. Des études scientifiques et techniques seront menées sur les trois composantes du projet. Le but, c'est d'avoir une meilleure gestion des eaux dans le bassin du fleuve Sénégal. On pense que c'est vraiment important dans un contexte comme celui actuel des changements climatiques, des développements économiques, des croissances en termes de population, de voir comment limiter les effets négatifs de l'utilisation de l'eau pour l'irrigation ou la maximisation de l'utilisation de l'eau, ça peut avoir un impact par exemple sur l'utilisation de l'énergie. Je pense qu'il y a différents objectifs dans ce projet. Il y a l'objectif plus scientifique qui est lié au fait d'avoir des données claires, scientifiquement valables pour faire des décisions conscientes dans le futur. Face au changement climatique, la question de l'eau devient cruciale dans un pays salien comme le Sénégal. Le projet WEFE Nexus, d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA et qui prend fin en 2024, veut avant tout réajuster les priorités. La page des sports que nous démarrons avec la CAN, les éliminatoires de la CAN U23 avec nos Lions qui se sont inclinés cet après-midi à Conakry sous le score de 2-1. Le but sénégalais a été inscrit, le but de l'égalisation justement par Ibrahim Ndiaye Missi, l'ancien du Giraffe de Dakar. La manche retour donc est prévue lundi prochain. Ce sera au stade Lat Dior de Thiès où les Lions devront impérativement s'imposer pour espérer se qualifier. Et puis à Thiès, nos Lions se sont entraînés cet après-midi à huis clos au stade Lat Dior. Hier, ils se sont entraînés devant un stade plein à craquer. Et des Lions qui promettent aux supporters de faire le nécessaire face au Madagascar. Là-dessus, je vous propose de suivre cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le sifflement du train amené par les supporters du Rail accueille les Lions de la Teranga à Thiès, capitale du Rail. Le stade a fait le plein. Les supporters sont venus de partout pour regarder leurs idoles. Sadio Mané, Koulibaly, Mbaye Niang, Diao Baldé Keita entre autres. 2 tours d'horloge de répétition, circulation de ballon, marquage individuel. Alioune Cissé et ses poulains ont émerveillé le public thiessois. Idrissa Gana Gueye et Koulibaly, apparus souriants, décontractés, se disent impressionnés par les supporters et la qualité de la pelouse. On savait que c'était important de venir jouer ici.
Donc le public thiessois nous a très bien accueillis, on a vu beaucoup de monde, donc ça nous a fait beaucoup plaisir et voilà, l'état de la pelouse est plutôt correct. On sait qu'en Afrique c'est difficile d'avoir des terrains corrects, mais quand on joue à la maison on arrive au moins à jouer au ballon. C'est important pour nous pour bien terminer ces phases éliminatoires de qualification et voilà, on est déjà qualifié, mais il faudra tout faire pour bien terminer et surtout faire plaisir à notre public et surtout nous faire plaisir sur le terrain. Le stade Lat Dior de Thiès était plein comme un œuf à craquer et ça promet pour le samedi prochain à l'occasion du match Sénégal-Madagascar. Madagascar donc prévu samedi prochain à Thiès. À présent, les affiches des quarts de finale de la Ligue africaine des champions. Le tirage au sort a été effectué cet après-midi. Constantine de l'Algérie jouera contre l'Est de Tunis. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud jouera contre Al Ahly d'Égypte. Oroya de Guinée contre le WAC de Casablanca. Simba de Tanzanie contre le TP Mazembe. Les matchs allés sont prévus les 5 et 6 avril prochains. Foundiougne, département sans infrastructure sportive adéquate, pas de stade ni de terrain de basket, l'un des rares chefs-lieux de département dans cette situation et les jeunes qui en ont ras-le-bol interpellent le chef de l'État. Mamadou Ndourafaï, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Nous avons fait une évaluation pour dire que dans les départements qui sont dotés en infrastructures sportives, les départements les moins peuplés sont dotés en infrastructures sportives. Foundiougne, en tant que chef-lieu de département, n'a même pas de stade. Et ceci, à chaque fois que l'occasion se présente, on interpelle le président de la République. Mais en réalité, jusque-là, il n'y a aucun effort qui est fait pour solutionner ce problème. Aujourd'hui, quand on prend le domaine du sport, c'est un facteur de développement. Quand nous prenons un exemple de Sadio Mané, qui est un enfant de Bambali, qui réussit à construire un lycée de 150 millions pour son village. Maintenant, Foundiougne a de la potentialité, mais cette potentialité ne peut pas émerger tant que nous n'avons pas des infrastructures dignes de ce nom qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir montrer leur talent et de pouvoir sortir aussi de Foundiougne pour être vus quelque part dans le monde. Nous n'avons pas de stade. Nous jouons à 4 murs avec du sable et des terrains qui parfois les filets même, on est obligé de faire des cotisations pour les avoir. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.